Bonjour, on continue pour le troisième chapitre, pour cette deuxième partie, qui porte sur la cinétique électrochimique. Nous avons, dans la séance précédente, on a montré que le courant, il est proportionnel à la vitesse de la réaction. De ce fait, pour mesurer la vitesse, le seul paramètre qu'on peut s'intéresser à aux mesures de courant. La valeur du courant nous donne une idée sur la vitesse de la réaction. Et on a vu également que pour une réaction électrochimique, plusieurs phénomènes interviennent. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes pour effectuer une réaction, à savoir, je rappelle, l'art c'est l'électrode et l'art par exemple c'est l'ox. Pour qu'il y ait une réaction électrochimique qui se fasse à l'interface, il faut que l'ox vienne à l'électrode. Puis, une fois réduit, il va partir dans la solution. Également, au cours de cette transformation, vous voyez que l'espèce, pour que soit transformée, passe par plusieurs phénomènes, à savoir les réactions au niveau de la surface, puis il y a les réactions chimiques, par exemple complexation, réaction acido-basique, puis il y a des réactions d'absorption à la surface, puis il y a l'échange électronique. Également, tous ces facteurs, comme j'ai dit l'autre fois, ils influent sur la vitesse. Principalement, on va s'intéresser à deux phénomènes. C'est le phénomène de transfert de charge et le transfert de l'apport, donc transfert de charge et le transfert et le transfert de la matière. Et on compare, si on a parlé l'autre fois, si le transfert de charge est limitant, c'est-à-dire sa vitesse de transfert de charge est inférieure à la vitesse de transfert d'un, on parle de l'activation pure. Et le courant, il est fonction de l'exponentielle de la surtension. Également, dans le cas où le transfert de matière il est limitant, on parle de la diffusion, le phénomène c'est la diffusion pure. Et que le courant, il est proportionnel cette fois-ci à la concentration. Donc les deux phénomènes qu'on va s'intéresser, bien sûr, maintenant aujourd'hui, on va voir donc les phénomènes, les facteurs qui influent la vitesse de la réaction sont les suivants. Bien sûr, en plus des transformations ou bien les étapes qu'on a vues tout à l'heure dans le rappel, il y a aussi des facteurs comme une cinétique chimique. Il y a le facteur de la température qui peut influencer sur la vitesse de la réaction. Également, la concentration transformée au sein de l'électrode. Également, la surface, l'état de surface. L'état de surface est un paramètre intéressant qui peut influencer sur la vitesse. D'autres que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le transport de la matière. Vous savez qu'on va voir prochainement, le transfert de la matière, il se fait de plusieurs modes de transfert de la matière. Il y a la diffusion, la migration et la convection. La diffusion, c'est-à-dire on aura une différence de gradient de concentration. La migration, elle est assurée par un électrolyte support, c'est-à-dire une espèce
qu'on met dans la solution, mais cette espèce elle ne participe pas à la réaction. Il y a la convection, c'est-à-dire l'apport de la matière, elle est l'apport de la matière, elle est gouvernée ou bien il est assuré par exemple, une agitation ou bien une élévation de la température. La migration également, elle est assurée par, c'est-à-dire l'influence d'un champ électrique, elle permet le déplacement des ions dans la solution. Maintenant, une fois vous voyez que plusieurs paramètres, ils peuvent influencer la vitesse. On peut également mettre le courant sous la forme, c'est une fonction qui dépend de la température, la surface, et bien sûr, il y a un autre paramètre très important, c'est le potentiel de l'électrode aussi, il influe sur la vitesse. Si on change le potentiel, on peut changer également la vitesse de la réaction, également la concentration. Si, par exemple, on fixe la température, la surface et la concentration, et on trace le courant en fonction de potentiel. On obtient des courbes intensité, on obtient des courbes intensité potentielle. Donc l'étude cinétique est souvent illustrée par le tracé des courbes intensité potentielle, ou bien on les appelle les courbes de polarisation, euh, courbes de polarisation. Voyons maintenant pour tracer, pour tracer ces courbes intensité potentielle. Donc, il vous faut un générateur de signaux, c'est-à-dire il délivre soit le potentiel, soit l'intensité, soit on va travailler si le générateur il délivre le potentiel, on parle d'un potentiostat. S'il délivre l'intensité, on parle d'un galvanostat. Bien sûr, il faut avoir également des électrodes de travail, également une électrode de référence parce qu'on mesure le potentiel de l'électrode de travail par rapport à l'électrode de référence. Également, il faut une électrode auxiliaire ou s'appelle une contre-électrode, c'est-à-dire elle assure le passage de courant. Le passage de courant, il passe à travers de l'électrode auxiliaire de telle façon d'éviter d'inhiber ou bien de détruire l'électrode de référence qui supporte pas des intensités très élevées. Également, il faut avoir un récipient pour mettre la solution. Voyons maintenant le montage qu'on peut utiliser pour enregistrer I en fonction de E ou bien E en fonction de I. Et les deux courbes, l'enregistrement de I en fonction de E ou bien E, il donne la même, il apporte la même information sur la réaction électrochimique. Donc vous avez on appelle un potentiel star dans le cas où il délivre les potentiels. On l'appelle aussi un galvanostat dans le cas où il délivre le courant. Également, vous avez une électrode de travail, puis une électrode de référence, puis une contre-électrode, et bien sûr, vous avez la solution, et on mesure le potentiel entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, et le courant entre l'électrode de travail et la contre-électrode.
voyons maintenant l'allure de
Voyons maintenant quelques cas, quelques courbes qu'on rencontre. Et selon l'aspect de l'enregistrement de I en fonction de 1, on peut distinguer deux systèmes. Un système, on dit rapide, et un système long. Selon l'allure de la courbe, on peut dire que, cette courbe, ça correspond à un système rapide, comme on peut dire qu'elle correspond à un système long. Dans le cas, dans le cas d'un système, la courbe là que j'ai présentée là, ça relative à un système rapide. Vous voyez, c'est le courant global que j'ai enregistré. Le courant global, bien sûr, c'est la somme de deux courants partiels. Courant partiel. Regardez, AE thermodynamique, on aura le courant cathodique est égal au courant cathodique. Bon. Quand on se déplace, regardez, quand on se déplace de potentiel thermodynamique, vous voyez que là, c'est le courant anodique, cathodique, et là, c'est le courant cathodique. Vous voyez, c'est-à-dire la vitesse de la réaction, il change selon le potentiel qu'impose. Maintenant, avec une faible caractéristique, c'est-à-dire avec une faible, c'est-à-dire je reprends là, donc je reprends la courbe là pour un système rapide, regardez, donc là E thermodynamique, regardez, dès qu'on l'aspect, c'est-à-dire dès qu'on se décale, dès ce qu'on décale de potentiel thermodynamique, c'est-à-dire on impose une surtension E moins E thermodynamique, on voit apparition d'un courant important. De même, si j'impose des potentiels négatifs, je vois dès que je me déplace c'est-à-dire vous aurez une courbe pareille. D'accord? Donc la vitesse, il s'approche d'une droite verticale. Et la pente, elle est de DI sur DE. DE est importante. Elle est importante. Il s'approche d'une droite verticale. Plusieurs exemples on peut rencontrer pour ces systèmes. Par exemple, le fer 3+, le fer 2+ sur une électrode de platine. Également Hg plus Hg, c'est l'électrode d'argent. Voilà Zn, bien sûr, Zn ou bien H+, H2. Le système, je parle du système H+, sur platine. Voyons le cas maintenant d'un système long. D'un système long, donc la courbe caractéristique est la suivante, c'est-à-dire, vous voyez que donc il y a une plage de potentiel où le courant est nul. Donc la réaction ne prend donc quand on se décale d'une valeur très importante du potentiel d'équilibre. Donc je vais reprendre là, donc je vais dire, donc vous aurez un système dont se comporte d'une manière lente. Donc là, donc j'ai tracé I en fonction de E. Et vous voyez là, ce que j'ai tracé, c'est la courbe du courant global des deux réactions, deux demi-réactions là, c'est raide, ça donne un NOx, et là, c'est LOX, ça donne un raide. Comme vous voyez là, que il y a une plage de potentiel où le courant, il est pratiquement nul. Mais la réaction, il se fait d'une vitesse, elle est constante.
Regardez, si je prends là le potentiel, par exemple, regardez, dans ce cas-là, le potentiel thermodynamique, il est mal défini. Maintenant, regardez, pour que la réaction se fasse, pour l'oxydation, il faut imposer une surtension minimale anodique, c'est-à-dire, donc, il faut augmenter le potentiel de telle façon d'avoir le courant. De même, pour avoir la réduction, il faut imposer, bien sûr, une surtension minimale cathodique. Voyez là, les deux réactions, soit selon le potentiel, soit on aurait la réaction d'oxydation ou bien la réaction de réduction. Vous voyez que cette courbe-là également, regardez, si j'ai l'oxydant seul, regardez cette courbe-là. Donc si je trace dans le cas bleu, c'est-à-dire ox seul, la courbe correspondant à ox seul. Également, donc là, si j'ai par exemple le réducteur seul là en bleu, donc pour vous montrer que donc j'aurai donc c'est red ox, donc dans le cas où red seul. Vous voyez en bleu, ce que j'ai tracé, c'est les courbes relatives dans le cas où je prends le réducteur seul, et là, dans le cas, vous voyez que le plage, là, le courant, si je fais l'intersection entre les deux, vous voyez qu'il y a un courant très, très faible entre les deux. Bien sûr, dans le cas, dans ce cas-là, vous voyez que au voisinage, au voisinage de potentiel thermodynamique, vous voyez maintenant que la pente DI sur DE, elle est nulle au voisinage dans une grande plage de potentiel. Donc plusieurs systèmes. Donc maintenant, voyons un comportement des gaz sur les différents électrodes. D'accord? Je prends comme exemple soit H2, le couple H2, H2, H plus H2 et le couple O2 H2. Regardez là, quand je vais tracer là, c'est le comportement. Là, je vais parler un peu de surtension des gaz sur différents électrodes. Parce que la surtension pour un gaz, il diffère d'une électrode à l'autre. Par exemple, regardez, dans le cas de platine, par exemple là en rouge, donc je ne vais pas respecter l'échelle, donc vous aurez H2O, l'oxydation de l'eau en et là, la réduction de H plus en H2. Vous voyez maintenant cette surtension, et là, c'est donc la surtension anodique et la surtension cathodique. Regardez, et là, ce que j'ai représenté, c'est sur platine. Vous voyez? Maintenant, si je change l'électrode, par exemple, je change l'électrode, je prendrai par exemple le fer. Donc là, c'est sur platine en bleu. Et là, si j'utilise une électrode de platine, regardez H plus H2, regardez la surtension. Donc la surtension, il diffère d'une électrode à l'autre. Si je change également l'électrode, là, j'ai parlé que de l'hydrogène. Donc, en bleu, regardez, là, c'est donc toujours la surtension cathodique pour le même gaz, c'est-à-dire, regardez là, si je prends comme électrode l'argent.
Donc, pour ceci, là, on a traité les différentes courbes intensité potentielle rencontrées. Également, parfois, j'enregistre un courant global. C'est le courant global, toujours, c'est la somme de demi-réactions. Ou bien, on peut illustrer les courbes intensité potentielle en traçant les courbes relatives aux, aux réactions partielles.